Salut chers téléspectateurs, c'est Boris Odilon et aujourd'hui dans ma chronique Haïti, je vais vous parler d'une nouvelle application développée par la Croix-Rouge Côte d'Ivoire qui va vous permettre de savoir toutes les activités de cette structure internationale. Alors restez scotchés. Je suis Zéna Lissar Khalil et comme tous les jeudis, je suis là aujourd'hui pour vous parler des faits divers et des faits insolites qui se passent un peu partout dans le monde entier. Au menu aujourd'hui, nous aurons les enfants 2.0, oui, vous avez bien entendu, et ce selfie qui a mal tourné, et nous parlerons aussi de ce couple très particulier. La suite, ça sera pour tout à l'heure, donc ne bougez pas. Assalamu alaikum. Moi, je n'ai pas de menu aujourd'hui. Je n'ai pas de menu, c'est une cérémonie de dot. Voilà, appelez-moi tout simplement Philo Aladji. Voilà, c'est notre frère là. Comment il s'appelle là? Magnifique. Voilà, son nom c'est... Jacques Silver Ba. C'est son nom à l'état civil. Ah, voilà, donc Jacques Silver, il devient Djagaridjassi là, aujourd'hui. Parce qu'il va marier Cissé Rita. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Et déjà, les méditations, ils commencent déjà. On ne me gêne pas. Hein. Merci beaucoup. Et là, en écran, vous avez un bref aperçu de ce qui nous attend durant cette émission. Et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans. Et bien sûr, le public est avec nous. On a des écoles, on a des associations qu'on va entendre maintenant dans ce studio. Merci en tout cas de votre fidélité, chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la recherche. La recherche, c'est d'abord un état d'esprit, puis une démarche et enfin des traces importantes qui peuvent se définir par des publications ou toute autre chose. C'est une tête bien pleine que nous aurons l'occasion de recevoir. On aurait pu le recevoir aussi en invité spécial. Il est tellement bardé de diplômes. Dans quelques instants, vous l'aurez. Docteur Philo, le thème du jour, je suis un chercheur ivoirien primé en Europe. Un chercheur ivoirien, Docteur Philo, en est un, mais primé en Europe, je dirais pas encore. On va vous retrouver avec votre accord et vous allez forcément laisser, on va dire, votre toge d'Aladji, en fait, voilà, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça même. Parce que pour égrener notre thème du jour. Quand je pense à d'autres même, c'est cola, on va manger là. C'est ça qui me donne la force comme ça. On va aller pour le thème, c'est mieux. Je suis un chercheur ivoirien primé en Europe. Tout de suite avec Docteur Philo. Merci. Oui, chercheur. Ouais. C'est vrai, aujourd'hui c'est un grand jour. Hein? Jacques Silver Ba, à l'état civil magnifique, va doter Rita. C'est une recherche, c'est parce que, comme un Wobé, qui a l'os là-bas, il allait prendre femme au nom là-bas. C'est des recherches et il a trouvé. C'est aussi un chercheur, un vrai Ivoirien. Je veux dire que les Ivoiriens... Oui, c'est ça, vous ne connaissez pas l'importance de l'Ivoirien, poète. L'Ivoirien, c'est quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, vous savez que l'Ivoirien, ça date, c'est pas de maintenant, hein, depuis Houphouët-Boigny, depuis la chose, Houphouët-Boigny qui était député à l'Assemblée constituante française. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, quand un Ivoirien sort, on dit, ah, Ivoirien, il est de Mali, moi je suis allé au Mali, des jeunes filles maliennes qui sont là-bas, quand elles savent que tu es Ivoirien, mais ton hôtel là, ils vont tourner autour même. Elles vont tourner autour. Rien qu'à les entendre. C'est ça. Oui. Même si tu ne comprends rien dans ce qu'elle va dire là, mais tu sens l'amour dans ce qu'elle dit. Toi-même tu sens l'amour. Je dis que c'est ça, les Ivoiriens étaient toujours formidables, partout pâté, même en Chine, au Japon, tout ça là. Vous savez, quand vous parlez de Magic System, premier gars où ils sont contents, c'est une fierté, Didier Drogba. Même Ange Faro, parler d'Ange Faro, les gens sont fiers de vous parce qu'on sait que vous êtes... Oui, c'est ça, pardon. C'est vrai. Quand on prenait en haut, prenez un peu en bas aussi. Hein. Faites très attention. Je veux dire que c'est ça. L'Ivoirien a su toujours chercher et il trouve. Boris va me dire le contraire. Vous allez pourquoi on va vous dire qu'il y a pénurie de bière. Comment le jeune Ivoirien va chercher une bouteille de bière quelque part pour boire. C'est la fierté de tous les Ivoiriens. C'est ça. Quand on va, vous allez en Europe, en France précisément, vous voyez, on dit qu'il y a une forte délégation, pour ne pas dire représentation de la diaspora ivoirienne. C'est ça les Ivoiriens, ils sont allés chercher leur avenir. C'est des gens qui sont allés se chercher. C'est très important. Et quelqu'un qui va se chercher, même nous aussi, c'est nous qui avons cherché et puis on a trouvé ça. Et je suis très heureux pour notre confrère ivoirien qui a été primé en Europe. Franchement, parce que le thème dit, il est chercheur. On ne sait pas s'il a trouvé. C'est à lui de venir nous dire s'il n'a trouvé pas. Parce que s'il allait... Ah, ma chère, souvent, on a ici, là, on fait chronique, là, il faut prendre un peu, voir une limite. On dit chercheur, il va aller primer. Il a cherché quoi? S'il allait chercher une femme blanche là-bas, c'est son problème. Mais à lui, on est très fiers. Et vous donnez un conseil,
quand vous cherchez, quand vous cherchez forcément, vous trouvez. Et que quand vos trouvailles n'ont pas de failles, vous êtes primé et non déprimé. Et c'est non déprimé. Je vous l'avais dit. Nous avons la chance d'avoir un philosophe et chercheur sur ce plateau. Qu'est-ce qu'un chercheur? C'est la question du micro-trottoir. Voici quelques éléments de réponse. Selon moi, un chercheur, c'est celui qui mène des investigations en vue du bien-être social et en vue de combler les déficits et les vides qui règnent dans la société. Pour moi, un chercheur, c'est une personne qui fait des études afin de pouvoir améliorer la vie sociale de tierces personnes. C'est une personne pour moi qui cherche des solutions aux problèmes qui minent la société. Un chercheur, c'est celui qui va à la rencontre de quelque chose et qui essaye de trouver quelque chose. Un chercheur, c'est celui qui se bat pour chercher pour lui. Matin, il sort, bon, pas vol quoi, il sort pour aller se battre pour chercher pour lui. Un chercheur, c'est quelqu'un qui a un esprit de curiosité, de pouvoir découvrir des choses et faire partager à son entourage. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et tout de suite, nous allons recevoir cet expert consultant international en sécurité, défense et stratégie et enseignant en communication, chercheur en géopolitique et relations internationales, pour ne citer que cela. Wow. Voici pour vous Jean-Jacques Konadjé sur le plateau de ce midi. Bonjour, installez-vous. Aïe, 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 aïe. C'est un véritable repas consistant et résistant que nous avons l'occasion de vous offrir ce midi au sortir de son parcours, au sortir de cet échange. Il y a beaucoup de choses qui vont inéluctablement changer dans la mémoire et dans la mentalité des uns et des autres. Monsieur Konadjé, Jean-Jacques, bonjour et bienvenue sur notre plateau. On est vraiment très, très, très heureux de recevoir une telle fierté ivoirienne, que dis-je, une telle fierté africaine sur notre plateau en ce jeudi. Bienvenue. Alors, votre histoire, elle est toute intéressante, elle est tout aussi belle. Il faut dire que vous avez fait un cursus scolaire ici à Abidjan sans faute. Vous n'avez jamais repris de classe. Non. Et après l'obtention du bac, vous arrivez à participer à un concours qui sélectionnait les meilleurs élèves au niveau de l'Afrique subsaharienne. Oui, l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, voilà. Et on va dire que vous sortez donc major au niveau de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, il y aura quelques petits soucis pour votre départ, mais très vite, une solution sera trouvée. Oui. En fait, effectivement, à la suite de ce concours-là, j'ai été major et je devais partir naturellement en Europe. Mais à l'époque, les questions d'Internet et tout ça étant encore à un stade embryonnaire, tout venait par la poste. Et pour des questions de timing, le délai était passé, les papiers n'étaient jamais arrivés. Donc, du coup, puisqu'il y avait déjà cette option, les parents ont décidé que, contre vents et marées, il fallait que je parte pour continuer les études en Europe. Donc, je me suis retrouvé en Europe en train de faire des études. Et vous arrivez quand même par la première fois dans un environnement auquel vous n'êtes pas habitué. Je veux dire... là, ce n'est pas pour les vacances, c'est pour des études, donc c'est pour un long séjour. Oui. Comment est-ce que vous trouvez l'atmosphère? Comment les choses se passent pour vous? D'abord, il faut dire que je suis parti quand même très jeune, mais quand j'allais... Vous avez quel âge? Oui, je suis parti à 19-20 ans, voilà. Et quand j'allais à Paris, je ne m'attendais pas forcément à être accueilli, puisque je ne connaissais pas. C'est vrai qu'on a de la famille un peu partout, mais je me suis dit que je partais pour un objectif spécifique. Donc j'arrive, je débarque à Paris sans connaître qui que ce soit. C'était la première fois que je mette les pieds sur la capitale française. Je connaissais personne, donc je suis sorti et je suis parti au mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'est le début de l'hiver. Donc vous vous imaginez un peu. Et de là, je sors, je me renseigne, je prends le train et je me retrouve à Nancy. Et j'arrive à Nancy à 17 h, j'avais une seule adresse, c'était l'université de Nancy. Donc j'arrive, l'université étant fermée, je me renseigne, je me retrouve dans un hôtel et c'est à partir de là que tout va commencer.
Voilà. Est-ce que l'idée que vous faisiez auparavant était celle à laquelle vous étiez maintenant confronté? Non, il faut dire qu'on a toujours, quand on est du côté des tropiques, on a forcément une idée idéalisée de l'Europe, de la France. Et surtout, il faut préciser que moi, je suis arrivé en France pour faire des études, mais sans bourse d'études. Donc, il a fallu le soutien de la famille, des parents, et plus tard de celle qui sera mon épouse, qui m'a aussi soutenu. Mais ce que je retiens... C'est une Africaine, une blanche? Oui, c'est une Africaine. Donc, je ne suis pas parti chercher... Pour satisfaire la curiosité du docteur Philo. Non, c'est une Africaine. Donc, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce qu'on croyait. Voilà, parce qu'au-delà même des questions climatiques, il fallait affronter un certain nombre de réalités. Et il fallait travailler 2 fois plus, pour ne pas dire un peu plus, pour être au-dessus de la mêlée. Voilà un peu. Pas travailler 2 fois plus, moi j'entends travailler, bosser par rapport à vos cours et avoir un emploi, puisque vous n'êtes pas boursier. Non, non, il faut dire que j'ai eu cette chance-là d'avoir de la famille qui m'a soutenu. Parce que très tôt, j'ai compris que faire des petits boulots ne faisait pas forcément bon ménage avec les études. On peut faire des études et faire des petits boulots, mais bien souvent, on n'arrive pas à allier les deux et on n'arrive pas à être brillant. C'est-à-dire, on fait des petits boulots, on n'arrive pas à avoir forcément de l'argent, mais on fait des études parallèlement, on n'arrive pas forcément à être brillant, c'est-à-dire on reprend ces années. Donc, on se retrouve dans un engrenage qui fait que au bout de 5 années, on se demande vraiment est-ce qu'on peut faire un bilan de sa vie. Donc, j'ai opté pour faire des études. Alors, on a des étudiants dans ce studio qui sont tout oui parce qu'ils veulent apprendre, ils veulent savoir comment les choses se sont passées. Est-ce que vous étiez, c'est vrai que vous étiez brillant en partant, est-ce que vous avez réussi à maintenir le cap? Si oui, comment est-ce que vous avez travaillé? Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour obtenir tous ces diplômes que nous avons cités? Au départ, j'étais à l'université de Rouen. Et puis très tôt, avec l'esprit de curiosité, j'ai compris que ceux qui excellaient dans la société française sont ceux qui, en général, toutes les universités sont de bonne qualité, mais on essaie de développer l'élitisme au sein de la société française en dénichant les plus brillants pour qu'ils fassent des écoles d'ingénieurs ou des systèmes d'écoles d'ingénieurs inclus au sein de ces facs. Donc, la première année, mon objectif, c'était de montrer que je pouvais faire partie de la crème. Donc, aussitôt, je me suis mis à travailler. Donc, j'étais à Nancy, j'ai passé un concours pour entrer dans un institut universitaire professionnalisé. Je me suis retrouvé à Lille, qui, à l'époque, cet institut était le meilleur institut de toute la France. Et de là, maintenant, j'ai décidé de faire, en plus des études de communication, des études de sciences politiques. Donc, et comment c'est arrivé ces études de sciences politiques? Parce qu'il y a toute une histoire autour quand même. Oui, j'étais en 2e année d'école de communication et un soir, je discutais avec des amis africains et je leur ai dit que j'envisageais de faire des études de sciences politiques. Et avec le langage ivoirien qu'on connaît, ils m'ont dit, donc toi aussi, tu veux faire études de sciences politiques. J'ai dit, mais moi aussi, comment? Ils disent, non, tout le monde peut faire des études de sciences politiques, sauf toi. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi ils vous posent cette question, puisque vous étiez quelqu'un de brillant? En fait, j'ai la particularité d'être très discret. Voilà, j'ai la particularité d'être très discret. C'était des amis, qui sont encore des amis, mais on n'était pas forcément dans la même classe. C'est ça. Donc, ils ne connaissaient pas la qualité de mes études, la qualité de mes résultats. Et au-delà de tout cela, on se voyait dans un contexte où on parlait plutôt des réalités du pays, de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on était autour des années 2002 et la crise venait d'éclater. Donc toutes les conversations entre nous tournaient autour de l'avenir de notre pays. Donc je leur ai dit que moi, j'estimais que ma façon à moi d'apporter, de contribuer un peu au développement de l'Afrique, c'était de faire des études de sciences politiques et de me spécialiser sur les questions de prévention de conflits et de pouvoir écrire un jour pour changer un peu les mentalités. Donc ils ont estimé que j'étais bien pour la communication et que
Sciences Po, parce que parler de Sciences Po en Europe, c'est l'élite des élites, c'est la crème de la crème. Donc, ils ont estimé que voilà un petit Africain qui arrive. Vu que la plupart des grands politiques que nous connaissons en Europe sont... Ils sont pratiquement tous sortis des sciences politiques et après, ils ont fait l'ENA ou bien ils ont fait Normal Sup. Mais en tout cas, la plupart des gens comme Jacques Chirac ont fait sciences politiques. François Hollande et tout cela, ils ont fait sciences politiques. Voilà, donc ils ont estimé que j'arrivais fraîchement de l'Afrique parce que ça faisait 2 années et que, bon, on n'avait pas un moment du mal à joindre les deux bouts et comment est-ce que je pouvais être aussi ambitieux. Donc j'ai appelé celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse. Je lui ai dit, mais voilà ce que ces gens-là viennent de me dire. Elle dit, bon, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas assez. Moi, j'ai veillé toute la nuit pour faire mes dossiers ce même soir. Et le lendemain, j'ai postulé dans tous les instituts d'études politiques. Donc, ça a été quand même une source de motivation. C'est vrai que l'ambition était là, voilà. Mais en même temps, on se dit, il y a un défi qu'il faut relever. Il y a un défi qu'il faut relever. Ça a éveillé en moi, je vais dire, le désir d'aller plus loin et de leur montrer qu'ils s'étaient trompés ils avaient fait une erreur d'appréciation. Donc, du coup, je me suis retrouvé à Paris. L'année qui suivait, je me suis inscrit en maîtrise de communication et en licence de sciences politiques. Et là, après un diplôme d'ingénieur, et là maintenant, je postule pour entrer dans un institut d'études politiques. Mais justement, tout à l'heure, vous disiez que pour aller plus loin, parlant d'aller plus loin, vous êtes vraiment allé plus loin puisque vous en sortez avec un doctorat en sciences politiques à l'Université de Toulouse avec la mention très honorable, suivie des félicitations du jury à l'unanimité. C'était la plus haute mention honorifique. C'est la plus haute mention honorifique dans le monde académique, oui, dans le il faut monde le académique, dire. Oui. En tout cas, dans le monde académique francophone, les félicitations du jury de façon unanime, c'est vraiment rare. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien beau tout cela. Nous, on est très admiratifs de tout ce que vous avez pu obtenir comme diplôme, de votre parcours, de votre capacité à pouvoir faire plusieurs choses en même temps parce que, je veux dire, vous passiez plusieurs concours, plusieurs examens, vous étiez dans plusieurs branches en même temps que vous réussissiez avec brio, voilà. C'est bien beau tout cela, mais finalement, ça sert à quoi? Vous, concrètement, ça vous sert à quoi? Ça sert d'abord à appréhender le monde autrement, parce que tout dépend des objectifs qu'on se fixe et tout dépend de la façon dont on appréhende une profession ou bien une carrière. Moi, aujourd'hui, je me définis comme un adepte de la pluridisciplinarité. Je suis de ceux qui estiment qu'on ne peut pas aborder les problématiques du monde contemporain de façon étriquée, avec une vision étriquée. Donc, le fait d'avoir fait ces études-là, ça me sert beaucoup parce que ça me permet d'avoir plusieurs casquettes, mais ça me permet aussi, à travers mes publications que je fais, de pouvoir toucher du fond vraiment un certain nombre de problématiques. Moi, je prends un exemple. Si je veux traiter de la question terroriste, je prends un exemple, je ne pourrais pas la limiter à la norme sécuritaire parce que ça fait appel à un certain nombre de problématiques comme la sociologie, l'éducation, la communication, parce qu'il faut sensibiliser la population pour qu'elle soit davantage vigilante. Voilà un peu. J'ai l'impression que c'est quand même, ça relève encore du domaine théorique. Et je vais vous poser une question peut-être plus directe qui va vous permettre d'intervenir et nous dire ce que vous savez, par exemple, par rapport aux différents mots que l'Afrique connaît. Est-ce qu'en tant que doctorant en sciences politiques, vous êtes aujourd'hui capable de pouvoir trouver des solutions à ces mots-là? Les solutions sont toujours trouvées, mais par moment, comme vous l'avez si bien dit, ces solutions-là restent à un stade académique. Pourquoi? Parce que nous sommes chargés de penser la société, de penser ce qui se passe dans la société, de faire de la prospective. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, avec nos écrits, on peut déterminer ce qui se passera dans 5-10 ans. Mais on soumet nos réflexions aux hommes politiques. Donc, ce sont les hommes politiques maintenant, c'est à eux de traduire en action. Par quel canal? Par le canal des publications, par le canal des conférences, mais surtout par le canal des consultances. Parce que bien souvent, il y a des personnalités politiques ou bien des ministères qui peuvent solliciter des études, commanditer une étude sur peut-être l'avenir de l'Afrique, sur les questions de sécurité à l'horizon 2020. Moi, je peux vous montrer des publications, je ne suis pas venu avec ces publications, où déjà en 2007, j'attirais l'attention
sur le fait que l'Afrique de l'Ouest serait le terrain de jeu des groupes terroristes, déjà en 2007. Mais ça dépend d'un certain nombre de choses qu'on avait pu lire. Mais vous vous basiez sur quoi, justement? On se base sur les lectures et à partir de ces lectures, on fait ce qu'on appelle la prospective. C'est-à-dire, si par exemple des personnes ou bien une communauté a pu se lever pour revendiquer une portion d'un territoire, cela veut dire que ça peut se généraliser. Ça, c'est de un. De deux, on avait compris aussi qu'au niveau de la Libye, c'était déjà en 2010 et en 2007-2008, au niveau de la Libye, on savait les ramifications que ce pays-là avec des groupes terroristes. Donc, on se disait que au cas où Kadhafi tomberait, ça serait vraiment l'apocalypse pour toute l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire pour le Sahel, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ça, on le savait déjà. Donc, on a écrit. Et on a même fait des suggestions. Maintenant, nous, on se limite à ce niveau. Maintenant, c'est ceux à qui ces études-là sont destinées qui doivent les prendre et les traduire en actions concrètes. Mais qu'est-ce que vous faites pour que ces études-là... Parce que moi, je suppose que vous avez travaillé, c'est vous ménage, vous avez bossé, vous déposez. Qu'est-ce que vous faites pour que ces études-là soient prises en considération par les hommes politiques? Vous déposez, vous donnez d'eau? Non, on ne dépose pas. Non. En fait, on passe par plusieurs moyens. D'abord, c'est d'attirer l'attention à travers les colloques, les conférences, comme je l'ai dit. Mais c'est surtout parce qu'on est tous en contact avec des personnalités. Avec des personnalités. Et il y a aussi des espaces d'expression médiatiques. C'est-à-dire, quand on invite un conférencier ou bien un spécialiste de certaines questions au cours d'une émission, c'est le fait que cette personne-là apporte une analyse critique sur une problématique donnée, c'est une façon d'attirer l'attention des personnalités. Donc, ce n'est pas de façon directe au fait. Voilà. Pas tous les canaux. Ceux qui ont la personnalité de côtoyer les hommes politiques, sans faux fuyant, ces personnes-là, par moment, leur disent que voilà ce qui peut se passer, voilà ce qui ne doit pas se passer. Maintenant, c'est à la discrétion de ces hommes politiques-là. Parce qu'il faut dire qu'il y a des études qu'on peut mener qui peuvent aller contre peut-être des prises de décision immédiates pour peut-être un pays donné. Donc tout cela doit être jugé en fait. D'accord. Moi j'aimerais revenir sur un terme que vous avez employé plusieurs fois. C'est le thème publication. C'est quoi les publications? C'est des statuts que vous publiez sur Facebook, Twitter ou bien c'est des parutions dans la presse imprimée? Non, ça n'a rien à voir. Au-delà de la presse imprimée, c'est la presse scientifique. D'accord. Une publication, c'est un écrit qui reçoit la caution de ses pairs. C'est-à-dire, par exemple, je peux décider d'écrire sur l'enjeu, un sociologue peut décider d'écrire sur le rôle de l'émission C'est Midi dans le divertissement des Ivoiriens. Et pas seulement? Non, oui, pas seulement. Il y a l'éducation aussi. Il y a l'éducation. Mais j'ai pris l'aspect divertissement. Voilà, il y a l'éducation. Donc, en ce moment-là, il mène une réflexion, il mène des enquêtes, il vient, il interviewe docteur Philo, madame, et vous, et il interviewe la population, il écrit et il soumet cet écrit-là à un comité d'experts chevronnés qui estime qu'effectivement, l'approche que vous avez adoptée, c'est vrai, C'est Midi, c'est une émission qui est une référence en Côte d'Ivoire et qui mérite peut-être davantage de soutien parce que ça permet aux Ivoiriens d'être non seulement éduqués, divertis, mais ça permet aux Ivoiriens de découvrir beaucoup de choses et surtout, ça contribue à la cohésion sociale. Vous avez tout dit. Merci beaucoup. Belle analyse de notre chercheur, j'ai envie de dire. Et là, vous recevez le 3 décembre 2016 le prix d'excellence Gotha Noir d'Europe en la qualité du meilleur chercheur afro-caribéen de toute l'Europe. Que représente ce prix? Déjà, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est le prix. Oui. Voilà. Il est magnifique. Pour répondre à votre question, je dirais que ce prix, c'est d'abord une satisfaction personnelle. Parce que 2006-2016, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine de la recherche scientifique. Donc recevoir ces prix, c'est le couronnement de 10 années de travail. Et c'est une incitation au travail. Parce que quand on me donne ce prix, c'est un fardeau qu'on me donne. Et il faut que j'aille de l'avant. Il ne faudrait plus que je sois statique, mais j'aille de l'avant. Mais pour le profane qui vous écoute, quand on parle du prix d'excellence Gotha,
Je veux dire, ça veut dire quoi concrètement? Le prix d'excellence Gotha, c'est un prix qui est né à partir d'une observation. On s'est rendu compte que la société française et européenne étant multiculturelle, permettez-moi l'expression, toutes les communautés faisaient la promotion de leurs élites. Et qu'au niveau de l'Europe, chaque fois qu'on montrait des Africains, c'était par moments de façon négative. Donc il y a un cercle de réflexion qui est né, qui s'appelle le Club Efficience, qui fait la promotion depuis 10 ans de l'élite afro-caribéenne. C'est-à-dire qu'il regarde dans tous les domaines, partout où il y a des afro-caribéens, on essaie de faire leur promotion. Donc il y a dans le domaine de la culture, des arts, dans le domaine de la médecine, de la recherche scientifique. Et moi, la particularité, c'est que pendant 3 fois de suite, j'ai été l'une des personnalités françaises au parcours académique exemplaire. Donc, je figurais 3 fois de suite dans un livre qu'on appelait le Gotha Noir de France. Et en 2016, ce livre-là s'est ouvert à toute l'Europe. Et j'ai eu la particularité de faire partie des 400 personnalités afro-caribéennes au parcours exemplaire. Donc, c'est à l'issue de cela... Merci. Et c'est à l'issue de cela, madame, qu'ils ont estimé que j'avais des écrits qui avaient contribué à la compréhension de certaines problématiques des sciences sociales à l'échelle mondiale, au niveau des questions de défense, sécurité, stratégie. Donc, ils m'ont attribué ce prix-là. Et la musique n'est pas concernée par la musique ou la danse? Si, la culture, la musique. Ouais, parce que Gotha, c'est pas trop loin des Zota aussi. Dans différents... La musique, et pour la petite particularité... Pour la petite particularité, ou la petite précision, c'est que le directeur général de la RTI, lorsqu'il était en France, il a eu l'occasion et le privilège de figurer dans le premier Gotha Noir de France. Donc c'est vraiment Alors on n'est pas étonné, hein? On n'est vraiment pas étonné. Ça par contre, on ne le savait pas. Merci de nous avoir communiqué cette information. Merci, et je veux revenir sur un fait, c'est vrai que nous sommes pratiquement au terme de l'entretien. Vous m'avez raconté une histoire qui m'a vraiment donné à réfléchir par rapport, je ne sais pas, vous étiez en 2e année d'université avec une prof. Non, j'étais inscrit en maîtrise de communication, et en licence de sciences politiques. Je faisais 2 licences et puis une maîtrise en même temps, dans différentes universités. Et en fait, ce qui m'a impressionné, pourquoi ça m'est resté, c'est qu'on avait donné un devoir en tant qu'étudiant, mais comme je n'étais jamais là, j'avais les bonnes notes, ça leur paraissait bizarre. Donc, on donne le devoir et... Vous n'étiez pas là parce qu'occupé à d'autres études? Occupé à d'autres études, je prenais des photocopies de certains de mes camarades et je travaillais avec ça. Et ce qui se passe, c'est que la dame, elle me donne 0 plus 1 pour l'encre que j'ai pris pour écrire. Donc, je dis, mais comment elle peut faire ça? Je l'appelle, je me présente, elle dit, oui, mais j'ai dit, mais vous m'avez donné 0. Elle dit, mais c'est normal que je vous donne 0. Puisque ce travail-là ne vous ressemble pas, vous avez plagié, surtout qu'elle avait vu mon nom et j'étais le seul noir dans la salle. Donc je lui ai dit non, vous vous trompez, et que ce travail-là, je l'ai fait dans d'autres contextes. Mais ce n'était pas aussi poussé que ça, parce que je fais des études de sciences politiques ailleurs. Et on a discuté pendant 45 minutes. Et au sorti de la conversation, elle m'a dit que le travail que j'avais fait était digne d'une réflexion d'un professeur d'université. À mon âge. Et qu'elle était obligée de me donner la meilleure des notes. Voilà. Donc, ça a été une histoire qui m'a beaucoup marqué. Voilà, vraiment... J'ai pas envie de dire, on est vraiment rassasiés, mais on est tellement édifiés. Mais justement, qu'est-ce que vous faites pour susciter cette envie de réussir aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains, en dehors bien sûr de ce plateau de télévision? Oui, bon, c'est l'opportunité pour moi de vous dire merci, parce que c'est à travers ce genre de canal-là qu'on réussit à toucher du grand monde. Mais j'ai pris l'initiative de lancer dans un futur très proche un réseau d'excellence. Parce que je me suis dit qu'à ce stade-là, il faudrait contribuer à susciter cette envie de réussir là auprès de notre jeunesse. Il est vrai que nous sommes toujours définis comme des jeunes, mais il y a plus jeunes que nous. Oui, c'est vrai que vous êtes jeune, vous n'avez même pas encore 40 ans. Et cette jeunesse-là a besoin de repères, besoin de motivation. Donc j'envisage dans un futur proche
de lancer ce genre d'initiative et à maintenant libre, essayer de partager et d'offrir ce que j'ai eu l'opportunité d'avoir. Ça, c'est de un. Maintenant, parallèlement, je reste disponible pour toute personne qui souhaiterait m'approcher. C'est ça aussi, en fait. C'est ça. Voilà. Mais au juste, c'est quoi le succès, la clé de votre réussite? Deux options, hein. On va voir. Vous la devez, cette intelligence, à la nature ou, on va dire, à votre détermination illimitée? Je dirais que tout le monde est naturellement intelligent, mais c'est à force de travailler qu'on perfectionne son intelligence. Merci beaucoup, ça va nous servir de conclusion. Tout le monde est naturellement intelligent, mais c'est à force de travailler qu'on perfectionne son intelligence. Merci beaucoup Jean-Jacques Konadje, expert consultant international en sécurité, défense et stratégie et enseignant en communication, recherche, chercheur en géopolitique et relations internationales. Nous avons été très heureux de recevoir donc le prix d'excellence Gotha Noir d'Europe en la qualité du meilleur chercheur afro-caribéen de toute l'Europe sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup pour ce témoignage inspirant. C'est donc sur ces mots que nous allons nous quitter momentanément. On va donc se retrouver dans quelques petits instants pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Comment réaliser des économies d'énergie? Ne laissez pas la porte de votre appareil ouverte trop longtemps. Cela évite à l'air extérieur de réchauffer l'intérieur du réfrigérateur. Ensemble, adoptons les bons réflexes et économisons l'énergie. Sur le plateau et c'est donc le moment pour nous de saluer l'Union des jeunes de Guéwo. C'est à Bangolo. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Ce sont les cousins de Magnifique. Merci beaucoup. Don Serge en est donc le président et puis le groupe Intellect d'Afrique. Je suis toujours contente de le recevoir. Également, l'école Golden Gate Transformation Academy Plateau d'Okui. Responsable Bernard Kofi. Et n'oublions pas le fan club, c'est midi. Et oui, tout de suite, nous allons retrouver Boris Odilon. Boris Odilon qui va aujourd'hui nous parler d'une application relative à la Croix-Rouge. Ouais, c'est bien cela. On le retrouve tout de suite. Voilà, avant de débuter ma chronique, j'aimerais comme ça souhaiter un joyeux anniversaire à M. Serge Djebi, qui est le monteur de l'émission C'est Midi. C'est son anniversaire. Voilà. Merci. Tout ce que vous voyez comme image lorsque nous sommes en train de présenter nos chroniques, c'est lui qui se charge d'embellir tout ça et vous êtes heureux lorsque vous êtes chez vous. Il y avait Serge dans son nom. Ah ouais, il s'appelle Serge Djebi. Souvent anniversaire. Serge, c'est son prénom. Voilà, son prénom. Donc pour revenir à ma chronique, on va parler aujourd'hui de l'application de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. Déjà, la Croix-Rouge internationale a été créée en 1863 par Henri Dunant, un humaniste suisse qui, une fois, au cours d'un voyage, est tombé sur un champ de bataille où les troupes de Napoléon III croisaient le fer avec celles de l'armée autrichienne. Au cours de cette bataille-là, il y a eu plus de 38 000 morts et blessés. Et il s'est retrouvé seul sur ce champ de bataille-là. Il a décidé comme ça d'aider les différents blessés sans chercher à savoir qui était français, qui était autrichien. Et avec des bénévoles d'une ville
toute proche de Solferino. C'était la bataille de Solferino. Ils ont pris près de 500 blessés, les ont conduits dans une église et ont transformé l'église en hôpital. Ça, je crois que ça peut s'applaudir. Merci pour l'histoire. Donc, la bataille, c'était en 1863, et en 1963, la Croix-Rouge a été reconnue en Côte d'Ivoire comme association d'utilité publique et qui intervient dans le domaine du secours volontaire auprès des populations vulnérables. Aujourd'hui, cette organisation est dirigée par Kadidjatou Souaré et elle revendique en Côte d'Ivoire plus de 12 000 volontaires avec 50 comités locaux. Le lundi dernier, nous étions à la présentation de l'application de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire parce que nous sommes nombreux à savoir qu'il existe une Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. Certains ont bien envie d'être des volontaires, aider la Croix-Rouge, faire des dons, mais ne savent pas comment procéder. Suivons ensemble la présentation de cette application qui vous donne de plus amples informations. Côte d'Ivoire est fière de présenter son application smartphone. Elle comprend un large choix de fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent s'enregistrer facilement et de manière complètement sécurisée en entrant leur numéro de téléphone qui est vérifié via SMS. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire est une organisation qui s'appuie sur son réseau de 50 comités locaux et de plus de 12 000 volontaires pu venir en aide à près de 800 000 personnes à travers le pays. Avec l'application de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, vous pourrez vous inscrire en tant que membre ou volontaire. L'application propose plusieurs types d'adhésion pour les particuliers et les entreprises, ou encore poursuivre en tant qu'invité. Vous pourrez facilement choisir le mode de paiement pour régler le type d'adhésion que vous aurez choisi. Une fois enregistrés, les membres ont accès à un ensemble complet de fonctionnalités et grâce à son application smartphone, en facilitant l'adhésion de membres et l'engagement de volontaires, la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire participe activement à la coalition d'1 milliard de personnes de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les services de santé ont besoin d'un minimum de 230 000 poches de sang par an pour apporter les soins appropriés aux personnes le nécessitant. Or, en 2014, seuls 62% de cette quantité avaient été couvertes. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire appuie le ministère de la Santé dans l'atteinte de ses objectifs en organisant des campagnes de collecte de sang et en favorisant l'inscription en tant que donneur de sang. Grâce à l'application, vous pourrez vous informer sur les opérations de collecte que nous organisons à travers le pays. Sauvez des vies. Devenez donneur de sang. Téléchargez l'application de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire aujourd'hui. À toutes les étapes de votre vie, vous aurez peut-être besoin de la Croix-Rouge. Elle a besoin de vous dès maintenant. Agir ensemble pour bâtir un monde meilleur. Relevons ces défis ensemble. Mais attends, Nima, on a entendu dans l'élément d'où viennent les fonds, parce que la Croix-Rouge, bon, des volontaires qui sont des gens, l'argent, ils enlèvent l'argent où? Voilà, la Croix-Rouge a besoin de vos dons. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce à cette application-là, nous pouvons faire des dons à la Croix-Rouge qui va utiliser cet argent pour la formation des volontaires. La Croix-Rouge délivre aussi des diplômes, le brevet de secourisme, le diplôme de premier secours. Et aujourd'hui, avec ces diplômes-là, ceux qui sont titulaires de ces diplômes, quelle que soit la situation, quelle que soit la catastrophe, quel que soit ce qui se passe, ils sont aptes à intervenir. Et c'est des dons en quoi? Dons en nature ou bien en croix? En espèces. Pour exemple, le lundi dernier, nous avions 3 ministres. Madame Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur Sendou Fofana, ministre du Tourisme. Et notre ministre de tutelle, Bruno Nabanié-Koné, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Et ces 3 ministres ont fait un don de 1 700 000 francs à la Croix-Rouge Côte d'Ivoire pour l'aider dans ses activités. Donc, dès aujourd'hui, téléchargez l'application de la Croix-Rouge qui est disponible dans l'App Store et dans Play Store. Et vous pouvez aussi faire vos dons, savoir les différentes formations, vous inscrire et devenir des volontaires. Merci. Merci. C'était le JT de Haïti. C'était le JT. Ouais, c'était le JT. aussi. Ouais, il faut respecter le bar. J'avais envie de parler, mais je ne voulais pas parler. Moi, je voyais David Mobier même. Nous allons tous se présenter l'élément. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Non, mais vous respectez votre boulot, c'est bon. Merci. Merci Boris Odilon pour toutes ces informations utiles et pratiques. Eh bien, nous allons marquer une autre pause et puis on se retrouvera pour Hashtag Pakwato avec Elissa Zina. Allô, ma soeur, on dit quoi? Tu as vu le dernier Zongolais de Kimka? Quoi?
Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'habiller. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit. Aujourd'hui d'une fillette de 6 ans qui a piraté le téléphone de sa mère. 6 ans? Oui, 6 ans. Je vous explique. La petite que vous voyez sur cette photo, voilà, elle était assise au salon et sa maman aussi était au salon, mais sa maman s'est endormie. Donc, à chaque fois, sa mère utilise son pouce pour déverrouiller son téléphone. Donc, pendant que sa mère dormait, elle s'est dit, tiens, pourquoi je ne prendrais pas le pouce de maman pour déverrouiller son téléphone? Donc, elle déverrouille le téléphone de sa maman qui se nomme Bethany et elle part sur Amazon et elle achète des jouets. Voilà. Elle passe des commandes. Oui, elle passe des commandes, elle achète des jouets à hauteur de 300 000 francs. 6 ans. Donc, quand Bethany se réveille, au fait, au premier regard, elle se dit peut-être qu'elle est victime d'un hacker. Et après, elle se dit, mais ma fille aussi est vraiment passionnée de jouer et tout ça. Donc, elle demande à sa fille, est-ce que tu as utilisé le téléphone de maman sans sa permission? Elle dit, oui, j'ai fait mon shopping en ligne. De façon très calme, hein? Elle dit, oui, j'ai fait mon shopping en ligne. Et la mère était tellement émue. Au fait, elle a essayé de recontacter les magasins pour retourner les jouets, mais ils ont refusé au fait de prendre les jouets. Donc, sur 13 jouets, elle a pu retourner seulement que 4 jouets. Donc, les enfants de maintenant sont tellement intelligents. Mais est-ce que c'est des comportements à bannir? Il faut encourager. Mais non, ce n'est pas des comportements à encourager. Ce n'est pas possible. Tu peux pas. Ce n'est pas possible. Maintenant, c'est aux parents de faire attention. Non, non. C'est aux parents. C'est aux parents de faire attention à leur téléphone portable. Vous êtes sûr qu'on va encourager? Parce que c'est un peu du vol, hein? Non, mais c'est pour 6 ans. Chez nous, on ne voit pas trop ça. Bon, 6 ans qui a fait tout ça là, on va dire bravo. Non. Maintenant, c'est après maintenant là. Après maintenant, c'est quoi? Dans 5 ans, on va dire bravo à quelqu'un. C'est vrai qu'elle est intelligente, ça c'est bien, mais ce n'est pas des comportements à avoir. Donc, que les parents cachent leur téléphone parce que maintenant, ils savent comment déverrouiller les téléphones. Donc, prendre soin de Et ça veut tout simplement dire qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on fait quand les enfants sont là parce qu'ils nous observent. Merci. Voilà. Quand on parle, quand on a des choses à faire, il faut tenir compte de la présence des enfants. Voilà. On va partir avec le deuxième sujet. La scène s'est produite en Thaïlande, plus précisément à Bangkok, où une jeune touriste française voulait faire un selfie avec un crocodile. Le crocodile était tranquillement couché dans son ruisseau. Il y avait une pancarte qui signalait que la zone était une zone pas sécurisée, dangereuse. Mais elle prend sur elle, elle va faire son selfie. Le selfie tourne mal et le crocodile lui arrache une jambe. Oh là là. Oh là là. Ben, les problèmes avec les selfies, c'est tellement compliqué. Parce que tu veux tellement poster une photo sur Internet que tu ne fais même pas attention à l'endroit où tu te trouves. Hein. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. Mais attention, après la sécurité, avant tout, c'est vrai que tu as envie de poster une photo et tout. Tu peux te retrouver dans une situation un peu compliquée. Mais il faut faire attention. C'est vrai, le buzz, oui, mais la sécurité avant tout. On va partir mais est-ce qu'elle a pu faire le selfie quand même? Parce que si Non, Philo. Elle était transportée à l'hôpital et son cas est très critique. Voilà, on peut vérifier dans l'appareil sur le selfie, elle peut avoir assez de j'aime. Franchement. On part en Grande-Bretagne maintenant avec un jeune homme de 28 ans qui a gagné près de 100 millions de francs à la loterie et qui décide de faire le tour du monde sans sa copine. C'est-à-dire, il est en couple, il gagne 100 millions de francs et il décide de faire le tour du monde sans sa copine. Déjà, même là, il y a un problème. Deuxième cas, et il sort avec 87 femmes. Oui, il sort avec 87 femmes. Le tour du monde. Oui, quoi. le tour du monde. Ah ouais, chaque pays, bam, chaque pays, bam. Il avait comme ça un carnet, chaque fois il notait là. Effectivement, il notait. Donc, il revient à la maison. Il a gagné la loterie avec sa chérie, ben c'est lui seul qui a gagné. Il était seul à avoir gagné la loterie. Seul. Oui, il a Je ne suis pas d'accord. C'est égoïste. Alors, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Et il part faire son tour du monde, il sort avec 87 femmes. Et il revient à la maison, sa copine, bon, elle est un peu fâchée, mais elle se dit, c'est pas grave, du moment qu'il revient avec l'argent, il revient à la maison avec le reste de l'argent. Et surprise pour elle, il revient fauché. Comment ça? Là, il a dépensé tout l'argent. Ils l'ont taclé, quoi. Il n'a plus d'argent. Et elle, tellement énervée, au fait, elle se met à le frapper. Et elle lui donne des coups sur ses parties intimes.
Voilà, au point où il perd connaissance. Voilà. Et quand la police a interpellé la jeune dame, déjà qu'il était très épuisé. C'était... J'ai rien dit. Enfin, non, je faisais allusion au voyage. Ouais, voilà, le coup Magellan. Déjà qu'il était fatigué. Vous avez pensé à quoi? Mais vous êtes gâtés. Et puis moi, j'ai une question, Alissa. Pourquoi toujours les parties intimes? Parce que c'est pas la première fois. C'est avec ça que vous faites le bal, n'est-ce pas? Et le bien aussi. Ah mais non, pas tout le temps. Excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Voilà. Donc, hey. Donc, interpellé par la police, elle dit au policier que c'était pour me venger. J'ai passé 6 ans à ses côtés, il gagne à la loterie, il part ce mois, il sort avec 87 femmes et il revient fauché. La moralité de cette histoire, au fait, c'est qu'il faut faire attention. C'est ce qui arrive quand tu décides de dépenser ton argent seul, là. C'est comme ça finit. S'il était parti avec la dame, elle allait gérer, n'est-ce pas? Oui, il est parti seul, il a revenu seul. Alissa défend ses intérêts. Merci beaucoup. Eh bien, vous le savez, nous avons eu le privilège de recevoir sur ce plateau Roger Nyuambala, ce grand réalisateur. Et vous connaissez bien son film à succès, Au nom du Christ. Une séquence de ce film a été parodiée par la Caro Gang et vous avez été nombreux à nous demander l'intégralité de cet élément. Au nom du bouc entier, c'est tout de suite avec la Caro Gang. Poto où la folie m'avait plongé, j'étais dans la boue, puante, comme un porc, à la recherche de je ne sais quoi. Les enfants couraient derrière moi, me lapidaient, prenant ce qu'ils trouvaient sur la main pour me taper. Rejeté par le village, Nanante était le nom que m'avait donné le village. Nanante, 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 Nanante. Grâce à l'homme de Dieu, grâce à ma gloire première, aujourd'hui, je suis celle que je suis. Vive l'homme de Dieu! Vive l'homme de Dieu! Vive ma gloire première! Vive ma gloire première! Vive ma gloire première! Et moi, ventre creux, ventre vide, ventre cimetière, privé de la joie d'enfanter. Savez-vous qui m'a fait ça? Non. Ma tante, cette sorcière professionnelle, transformer mon ventre en assiette dans laquelle elle prend ses repas de minuit. Grâce à ma gloire première, aujourd'hui je vais connaître le bonheur d'enfanter. Vive ma gloire première! Aïe, 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 c'est pas petit boucan, c'est moi, ma gloire première, du sommet de ma barrique, le sommet des sommets, le prophète boucantier. C'est tonneau vide qui fait le bruit, c'est le bruit qui fait un tonneau vide. C'est moi, ma gloire première, l'invincible. Vous porterez à la face du monde entier la gloire de ma gloire première. Demandez-moi une aiguille, je vous donnerai une lance. Demandez-moi un grain de riz, je vous donnerai un grenier. Ma gloire première, je suis invincible. Un jour, on dira le seul nègre, Dieu, vainqueur de la mort. Je vous attends maintenant. Venez avec vos sales balles que je vais récupérer pour vous remettre ça. On va voir dans quel coin ça va rentrer. Aïe, 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 un boucantier, c'est un boucantier. Ma gloire première. Et je tape. Boucantier de son état. Je vous attends.
Vive Magloire premier. Vive le cousin du Christ. Vive l'immortel. À présent, je suis prêt et j'attends maintenant vos sales balles qui vont danser sur mon corps. L'émission de ce jour est terminée. C'était donc au nom du Bouc Entier. Nous avons été très heureux de vous présenter ce numéro. On se retrouvera, s'il plaît à Dieu, demain pour la finale. Au revoir.